Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai vu notre prochain intervenant en scène. C'est Christophe de chez KO Management. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc oui, Christophe, Chaos Management, c'est récent, hein, je suis une adepte. J'ai commencé en étant patron de la qualité et de l'approche chez Ventes Privées, qui est devenu VP. J'ai fait des séances opérationnelles chez Voie SNCF, qui est devenu oui, CTO de Rail Europe, puis CTO de Connect au moment de sa sortie, que des sites avec des tout petits trafics. Je vais vous parler aujourd'hui d'un tabou un peu qui existe dans la tech, qui est celui du déploiement un vendredi. Alors comme il fait un peu froid, je me suis dit qu'on avait bien tous un peu d'exercice. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Assez vite parce qu'on n'a pas énormément de temps. Et si vous ou vos équipes ont déployé quelque chose en prod vendredi dernier, vous pouvez vous rasseoir. Ah, il y en a quelques-uns, bien, bien. Si vos équipes ont déployé quelque chose un vendredi de novembre, vous pouvez vous rasseoir. Oh, pas mal. Et en 2024, si vous avez déployé au moins une fois en 2024 un vendredi. Ah, il y en a encore debout. Moi, ça me permet de savoir, parce que si tout le monde s'était mis assis à la première question, je pense qu'on pouvait aller manger direct. Donc très rapidement, le tabou du vendredi. Pourquoi je dis ce mot tabou? Parce qu'il est vraiment dans la culture tech. Quand on a CommitStrip qui a dessiné dessus, on est dans la culture, on est dans quelque chose qui existe depuis autant de temps qu'on a fait de l'informatique. Il y a même un compte Twitter, aussi bien en français qu'en anglais, sur le déploiement du vendredi. Des mèmes, j'en ai mis quelques-uns, vous allez en voir durant la présentation. C'est quelque chose qui est hyper fréquent, on ne déploie pas le vendredi. Pour information, j'ai mis très vite, j'ai mis mon compte Blue Sky au début, je vous ai posté les slides juste avant si vous avez besoin de les récupérer, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Comme je l'ai dit, je suis CTO et effectivement, un jour, j'ai dit ça à mes équipes chez Rail Europe. Alors, chez SNCF Connect, on n'y est pas encore complètement, mais chez Rail Europe, on y est arrivé, et ça, j'en suis plutôt fier. Mais je me suis dit que je n'allais pas venir tout seul sur scène en tant que CTO, j'allais amener d'autres CTO. Je ne les ai pas ramenés réellement, j'ai ramené leurs photos et leurs propos. Et la première personne que je vais vous présenter, c'est Charity Majors. Charity Majors, c'est la CTO de Honeycomb, une solution d'observabilité. Au-delà du sujet du jour, je vous invite vraiment à aller voir ses confs, à aller lire ce qu'elle écrit. Elle est absolument passionnante. S'il y a une personne à suivre dans la tech aujourd'hui sur ce type de sujet, c'est vraiment Charity. Elle parle aussi bien de management, de travail hybride, d'observabilité que de déployer de vendredi. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à San Francisco en 2018. Depuis, on a eu quelques échanges, et notamment en 2018, on a eu cet échange sur le déploiement du vendredi. Alors j'ai mis aussi des licornes un peu en son hommage parce que ses présentations sont très colorées, comme ses cheveux, et elle met des licornes partout. Et ce qu'elle nous a écrit, c'est ne pas déployer le vendredi, c'est un peu d'être les antivax de la tech. C'est un fléau pour l'industrie, des illettrés scientifiques volontaires. Elle y va un peu fort. Elle a un langage assez fleuri. Moi qui ai eu des équipes de prod, elle s'entendrait très 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 bien avec des équipes de prod. Alors pourquoi se remettre en question ce tabou du vendredi? Il y a cette idée que quand on parle d'agilité, on parle d'apporter de la valeur à nos utilisateurs, que ce soit de la simplification, que ce soit générer des revenus, faire des nouvelles offres, etc. Pourquoi se priver d'un jour sur 5 pour leur apporter cette valeur? Pourquoi attendre lundi? Et puis des fois, on a le jeudi après-midi. J'ai vécu ça le jeudi après-midi, non plus, on ne le fait pas. Puis les veilles de jours fériés. Donc en fait, on réduit de plus en plus la fenêtre et d'apporter cette valeur à nos utilisateurs. On va me dire, c'est pas grave, ça va attendre lundi. Est-ce que ça avait vraiment de la valeur? Si ça se trouve, il fallait mieux pas le faire du tout, si on peut vraiment attendre avant de l'apporter. Donc vraiment, le sujet, c'est de se dire, pourquoi attendre? Alors, c'est vraiment la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce qu'il ne fallait pas débunker un peu les raisons pour lesquelles on attendait, pourquoi on avait cette peur du déploiement le vendredi? J'en ai trouvé 3. La première, la MEP qui se passe mal. Vous savez, le truc, on a peur. La MEP qui se passe mal, et puis on va devoir rester juste après la MEP, rester le vendredi soir, puis le samedi matin. C'est la première chose qu'on va vous dire quand vous allez parler du tabou du samedi. Le problème, c'est vrai, si vous connaissez, je pense que vous connaissez tous l'histoire du sage qui montre la lune et la médecine qui regarde le doigt. C'est un peu ce sujet-là. Le MEP qui va mal, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur le pourquoi
les MEP vont mal. C'est ça le cœur du sujet. Interdire, c'est un peu la facilité, genre, je me cache, je ne regarde pas. Non, il faut travailler sur pourquoi ça ne marche pas. Et quand on est à DevOps Rex, rappelons-nous, et un des plus grands principes DevOps, une des premières choses que j'ai appris en 2013 quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'est qu'une mise en production, ça doit être un non-événement technique. Alors pas un non-événement pour vos utilisateurs, justement, vous leur apporter la valeur. Mais par contre, ça va être un non-événement technique. Si ça ne l'est pas, c'est ça votre problème, ce n'est pas le déploiement du vendredi. Alors comme on est sur des Rex, je voulais vous apporter un peu des sujets que j'ai mis en place avec mes équipes dans les différentes aventures pour nous aider à aller vers là. J'en ai proposé 4, des principes et des pratiques que je vais vous détailler. Certains, j'irai assez vite parce que j'estime qu'aujourd'hui, on y est un peu tous, mais ça vaut toujours le coup de les rappeler. La première, c'est quand on parle de DevOps, il s'agit de déployer des petits incréments. Il ne s'agit pas juste de déployer 40 ou 140 par jour, 180 par semaine. Le sujet, ce n'est pas ce nombre de déploiements. C'est qu'en faisant ça, la taille de l'incrément diminue. Alors, vous connaissez tous le fameux triangle coût, délai, périmètre. La meilleure façon d'avoir la qualité et de répondre à ce triangle, c'est de diminuer sa surface. C'est-à-dire que plus votre incrément est petit, plus le coût, le délai et le périmètre est petit, plus ça sera facile d'apporter de la qualité. Donc c'est vraiment le premier principe. Déployer le plus fréquemment possible pour déployer le moins de choses possible. Et donc si vous enlevez 20 à 30%, forcément si vous vous arrêtez le jeudi midi, tout ce que vous aurez fait en plus, ça veut dire que le package du lundi sera plus gros. Donc là déjà vous prenez plus de risques en faisant ça le lundi. Alors, mon autre invité, Jason Warner, qui était CTO de GitHub, lui parle de plateforme. On a tous des sujets de plateformisation, mais y compris pour notre CI/CD, pour tous les outils qu'on met à disposition de nos équipes de développement. L'approche plateforme est arrivée ces dernières années. Alors nous, on appelait ça IT for IT, avant de savoir que ça s'appelait Platform Engineering, mais c'est quelque chose qu'on avait mis en place assez rapidement. C'est moins utile quand on a une seule équipe de 15 personnes, quand on a 50 équipes en parallèle qui utilisent des outils, avoir une équipe qui va pouvoir les assister et leur fournir des moyens pour pouvoir faire du déploiement et une CI/CD, c'est assez utile. Alors pourquoi le Platform Engineering est arrivé? Parce qu'avec DevOps, on a toujours dit, l'idée c'est de mettre l'ensemble des équipes autonomes pour pouvoir build and run. Sauf que les technologies ont beaucoup évolué. Quand certains ont démarré, il y avait du mainframe, système centralisé, tout seul dans son coin. On est arrivé à des systèmes ultra distribués avec des services en SaaS et des impacts qui peuvent être assez compliqués à gérer. Au début, on a mis l'agilité, on a mis 4 principes, c'était super simple. Et puis, on a rajouté des frameworks les uns derrière les autres, des SAFe, du management 3.0, des SRE, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, je ne suis pas hyper fan de cette représentation, mais je la trouve, parce qu'elle complique une réalité, mais elle montre quand même tout ce qu'on a été capable dans notre industrie d'inventer comme méthodologie autour de nos pratiques de développement. Tout ça, ça amène quoi? À une charge mentale croissante pour nos équipes. Quand au début, tu parlais d'agilité, on a parlé des profils T-shape, c'est-à-dire passer d'un profil spécialiste à un profil spécialiste avec des compétences un peu généralistes, histoire de travailler ce qu'on appelle le bus factor ou le truck factor. Vous savez, c'est le fait que s'il y a une des personnes qui passe sous un bus, l'équipe continue à fonctionner. Donc on a commencé à parler de profil T-shape. Puis on est passé au profil P-shape. Puis on est passé au profil peigne. Enfin, moi, en fait, ces profils peigne, je les connais depuis longtemps. J'appelle ça le mouton à 5 pattes. On arrive à une situation où il faut qu'on repense un petit peu comment on accompagne nos équipes. Et demander à chacun de devenir un spécialiste en tout, en fait, on obtient en rien et on perd cette compétence de spécialiste. Donc c'est pour ça qu'est arrivé récemment ce concept de platform engineering, qui est à la fois récent mais pas si récent, mais qui est vraiment une autre approche et qui vient notamment popularisé par le livre Team Topologies. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage très très fortement à le lire. Et notamment, je ne vais pas parler de toutes les différentes équipes qui sont présentes et qui sont présentées par Team Topologies, je me concentrerai vraiment sur le sujet de plateforme. L'idée de plateforme, c'est d'apporter vraiment les moyens à vos équipes de pouvoir, ce qu'on appelle les équipes stream dans Team Topologies, de faire ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire apporter de la valeur.
Il y a une autre équipe qui s'appelle Enabler qui va les permettre de les accompagner, mais je vais me concentrer sur l'équipe Platform Engineering. Une façon de le présenter, quand nous on appelle ça IT for IT, c'est il y a des choses qui sont aussi simples que d'aller gérer la contractualisation, parce qu'il y a des fois des outils open source, mais il y a aussi des outils payants. Si vous avez 50 équipes, ce n'est pas les 50 équipes qui vont aller négocier avec le fournisseur, mais ça va être aussi fournir ces services, les préparer, faire du security by design, par exemple. On parlait de sécurité dans les deux précédents talks. C'est apporter vraiment toutes ces couches qui vont nous permettre d'autoriser nos équipes à être les plus efficaces et se concentrer sur leur job. Alors comment on y va? Comment on met en place des équipes de platform engineering? Et c'est important pour ne pas se retrouver avec l'ancien modèle de prod, de provisioning, où on faisait une demande de machine et on avait 4 mois. L'idée, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment continuer à fournir de l'autonomie aux équipes, mais par contre, de leur fournir les moyens des services, des services managés pour le faire. Alors j'ai sorti 5 clés pour moi pour ça. La première, c'est bien définir une mission claire à cette équipe. Rappeler justement que l'idée, ce n'est pas d'imposer et d'arriver avec tu es obligé d'utiliser la plateforme pour pouvoir fonctionner. Non, c'est d'avoir vraiment une approche de fournir des services qui permettent de faciliter la vie des gens. Et ça passe par notamment une approche produit. C'est-à-dire qu'on met une approche produit aujourd'hui pour des services et des applications qu'on met à disposition de nos clients utilisateurs. Là, les clients utilisateurs de Platform Engineering, c'est nos équipes de développement. Et on va utiliser exactement les mêmes outils et techniques. Typiquement, nous, on a mis en place la Developer Map. Comme il y avait la Customer Map, on a mis la Developer Map, développeur au sens équipe de développement. Et on prend tout le processus de l'idéation jusqu'au run. Et partout, quels sont les différents outils utilisés, quels sont les efforts qui sont faits, quelles sont les pertes de temps. Et on va les interroger et parler aux gens. Si vous avez une équipe Platform Engineering ou le PO, et les équipes disent oh, c'est bon, on sait ce qu'ils ont besoin, et ils font ça dans leur coin, ça ne marchera pas. Une équipe Platform Engineering, le PO, il doit aller parler aux équipes de dev. Et notamment, aller chercher les problèmes communs, régler leurs problèmes, pas se faire plaisir en mettant un service mesh parce que ça a l'air vachement sympa et puis tout le monde le fait. Non, c'est quoi le problème de mes équipes? Et justement, c'est ce qui va permettre de faire cette plateforme une opportunité et pas une menace, perte d'autonomie par les équipes. Et dernier point, des fois il faut le répéter, ne pas réinventer de la roue. Il existe déjà des outils. On n'est pas obligé de tout recoder, de tout réinventer, réutiliser ce qui existe et plutôt apporter une agrégation qui va permettre de simplifier la vie des équipes. Je vous dis certains, je vais aller passer vite à industrialiser les tests. J'espère que je n'ai pas besoin de passer plus de 7 secondes pour le dire que c'est communément admis par tout le monde et donc je passe. L'autre invité, alors lui c'est le premier que j'ai rencontré, Werner Vogels, que j'ai rencontré aussi aux États-Unis, You Build It, You Run It. C'est en 2013 où j'ai commencé à prendre conscience de ce chemin-là autour de l'évolution de DevOps. Où je me suis dit, mais tellement, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et c'est vraiment l'idée de se dire que c'est les équipes qui conçoivent, qui s'en sont responsables. Et travailler sur cette responsabilité, c'est vraiment essentiel. Alors, je m'en sers de ce principe un peu plus tard et je donne quelques clés aussi pour y arriver. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc, première raison, les MEP qui passent mal. Ça, le sujet, c'est qu'il ne faut pas que les MEP se passent mal. Il faut travailler sur le fait que ça soit un non-événement technique. Deuxième raison, on dit, bah oui, mais en fait, quand on déploie le vendredi, quelques temps après la MEP, c'est là qu'il y a des incidents. Si on fait ça en semaine, on est encore là, on a encore quelques jours pour le rattraper. Je vous refais le coup de la lune et du doigt, tout ça. Le problème, c'est que il y a cette semaine, j'étais aussi à TechRock, c'est plutôt qu'utiliser le terme signaux faibles, utiliser le terme signaux subtils. Je trouve ça assez intéressant. En fait, dans les 5 minutes après une mise en prod, si on a une bonne observabilité, si on a ce qu'il faut, on a les premiers signes de ce qui peut être causé par cette MEP. C'est plutôt là-dessus qu'il faut se concentrer plutôt que se dire oh non, je ne vais pas mettre en prod parce que ça va peut-être générer et je le verrai beaucoup plus tard. C'est se concentrer sur fournir les moyens aux équipes pour le détecter au plus tôt, pour détecter les signaux subtils. Une autre rencontre, un autre CTO, alors un Cloud Architecture Strategy, c'est pas tout à fait un CTO, Adrian Cockcroft. Lui, s'est pas mal intéressé chez Amazon sur le sujet des incidents, sur les pannes. Parce que
Si certains ont pu croire, avoir l'illusion qu'on peut arriver au zéro défaut, zéro panne, c'est une belle cible, hein, c'est sympa comme cible, mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas atteignable. Par contre, la réalité qu'on peut obtenir, c'est détecter rapidement, diagnostiquer rapidement pour pouvoir répondre rapidement. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Alors, deux axes là-dessus, sur la détection et sur la responsabilisation des équipes. J'ai entendu le mot ces derniers temps aussi, ces 2 derniers jours, sur l'observabilité. J'ai entendu aussi encore le mot monitoring. Pourtant, ça fait un certain bout de temps. Greg Poirier, c'est en 2016 qu'il disait que monitoring is dead. L'idée derrière, c'est de se dire que le problème du monitoring, c'est que c'est basé beaucoup sur des métriques et sur des questions, sur des problèmes qu'on a rencontrés, sur des questions qu'on s'est posées. Et du coup, on va mettre en place l'alerte qui va bien pour répondre à cette question-là. Sauf qu'en fait, dans la réalité, les incidents, ça va être rarement sur la question qu'on s'est déjà posée, ça va être sur celle qu'on ne s'est pas posée. Et c'est là que la démarche d'observabilité est intéressante pour mettre en place des outils et des moyens qui permettent de répondre aussi aux questions qu'on ne s'est pas posées, qu'on n'a jamais rencontrées. Et sur ce sujet-là, parce que j'ai un peu anticipé sur ce slide sans m'en rendre compte, ça m'est arrivé d'avoir des moments où on est sur un incident et on me dit, bah, on va patcher. Alors moi, très content, le CTO, je dis, mon métier, c'est bon, on va patcher. Et puis on me dit, en fait, non, le patch, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe, donc on va juste rajouter des logs. Bah, l'observabilité, c'est éviter cette situation-là. Et c'est de se donner les moyens de ne pas avoir besoin de patcher pour pouvoir savoir ce qui se passe. J'aurais dû poser les questions avant de remonter l'info, mais des fois, dans l'enthousiasme. Et donc vraiment passer un système, toujours dans la complexité de nos systèmes où on était sur un monolithe avec des logs à un système avec du serverless, mettre en place un certain nombre d'outils et techniques. Et j'ai entendu beaucoup parler de Datadog qui a été cité pour n'en citer qu'un ces 2 derniers jours, mais il y en a d'autres qui apportent des démarches et des outils qui permettent, plutôt que de mettre que de l'alerting, aussi détecter des écarts des baselines. L'alerting, c'est très bien. Le problème de l'alerting, c'est qu'il faut mettre en place les alertes. Si vous êtes devant Datadog ou autres outils, il faut que j'arrête de dire l'outil, vous allez les voir ces signaux subtils, vous allez voir ces différences par rapport aux comportements différents. Si vous avez juste de l'alerting, ça va effectivement vous réveiller la nuit ou pas, parce que vous n'aurez pas le bon alerting dessus. Alors que si vous avez l'équipe qui, au moment de la mise en prod, est en train de surveiller ce qui se passe, il y a beaucoup plus de chances qu'ils puissent le détecter. En tout cas, c'est une combinaison des deux. Donc comment on y va? Alors toujours, pour remettre Charity Managers, elle a aussi écrit un bouquin sur le sujet avec d'autres. En même temps, elle est dans une boîte qui vend un outil d'observabilité. Donc instrumenter, plutôt se concentrer sur tout ce qui est événementiel plutôt que métrique. Éviter tout ce qui est agrégation, parce que c'est de la perte d'informations. Alors, vous pouvez dans le passé commencer à archiver, etc. Mais sur le moment, éviter d'agréger. Pas tant sur les dashboards, mais sur la capacité à aller, suite à un incident, à quelque chose qui se passe mal, à aller pouvoir drillonner un peu partout, en fait, observer. Quand Connect est sorti, on a eu un peu de presse autour des sujets, ça ne marchait pas, etc. Alors on a fait aussi meilleurs chiffres d'affaires, donc globalement ça marchait très bien. Et on avait mis en place un nouvel outil d'observabilité. Et ce n'est pas les dashboards qu'on avait créés qui nous aidaient, c'est la puissance de l'outil derrière qui nous a permis d'aller drillonner un petit peu partout sur l'ensemble des services, sur tout ce qu'il y avait sur Cube, sur ce qu'il y avait sur nos serverless, sur cette capacité, cette ouverture qui nous a permis de répondre et de trouver rapidement les causes. Et surtout, tester en production. Vos dashboards, vos outils d'observabilité, ça se teste. C'est pas juste je le pose et puis je me dis j'espère que ça marchera et que ça me donnera la bonne information. Je parlais tout à l'heure d'un des moyens de les tester. Je reviens à You Build It, You Run It, toujours la même. C'est encore Charity qui va dire. Sur le point de, vous savez, je mets en prod et je vais prendre une bière. Ou je mets en prod. Attendez les gars, avant d'aller déjeuner, je lance, ça met 1 heure à se déployer. Je lance et puis on verra ce que ça donne en venant. Bah non. Quand on lance un déploiement, on reste à côté. On va sur les outils d'observabilité, on regarde ce qui se passe. Si en plus on peut faire du canary et voir ça sur quelques pourcents, ça aide également. C'est vraiment cette idée de responsabiliser les équipes et les équipes qui ont développé, pas d'autres personnes qui font le déploiement, pas un run manager ou un QA qui est c'est bon, j'ai validé, j'envoie en prod. Non, c'est l'équipe qui reste et qui sait les changements qu'elle a effectués et qui est en mesure d'aller voir potentiellement où sont les impacts.
Un des outils que j'aime bien utiliser, ça va être ce qu'on appelle, c'était mis en place chez Google dans les fameux bouquins Site Reliability Workbook, les SLO et surtout les budgets d'erreur. C'est-à-dire un budget d'erreur, c'est convertir en monnaie, en argent, en euros, en dollars, la dégradation qui est observée sur un service en latence, en disponibilité, parce qu'il y a de la pertinence par rapport à ce service-là. Et se dire qu'une équipe, une fois qu'elle a consommé son budget ou si elle a mis en place suffisamment d'erreurs, un taux d'erreur qui a complètement explosé, elle ne peut plus mettre en prod, elle ne peut plus déployer tant qu'elle n'a pas mis en place un certain nombre de systèmes qui vont permettre de revenir à un niveau de SLO intéressant. Ce qui est intéressant derrière cette méthode-là aussi, c'est que ça évite la surqualité. On ne fait pas juste les choses pour se faire plaisir. On fait aussi les choses pour avoir un budget d'erreur qui nous permet d'avancer tranquillement. Et typiquement, tous ces sujets des techniques, je sais que pour avoir été me battre régulièrement avec un peu le produit, mais surtout les équipes métiers, non, mais casser le monolithe, c'est pas important, nous on veut de l'IA, par exemple. Améliorer la journalisation, rajouter de l'événementiel, mettre en place des technologies Canary et Blue Green, c'est compliqué à faire passer ce type de projet. Si on met en place de l'erreur de budget, on peut dire je suis désolé, mais là je ne peux plus. Je peux plus. Si je ne fais pas quelque chose de concret, je vais continuer à dégrader la prod. Et dégrader la prod, c'est dégrader le revenu, dégrader l'image auprès de nos utilisateurs. C'est pour ça que je l'ai fait chez Entrivé, je l'ai fait sur Wii, je l'ai fait sur Connect. Tout incident, il est converti en euros. Parce que quand on dit j'ai 5 minutes d'indisponibilité, certains vont dire 5 minutes, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. D'autres vont dire, oh, c'est 5 minutes. Si vous leur dites c'est 100 000 euros, tout le monde sera à peu près aligné sur la gravité. Vraiment. Et l'autre intérêt, c'est que ça parle au métier. Vos équipes business, leurs objectifs, c'est sur le chiffre d'affaires. Donc si vous venez à leur parler avec le même langage, vous allez leur parler plus facilement. Se mettre avec le business, avec ses équipes pour définir le bon niveau de service, ce qui est acceptable pour eux. Perdre 10 000 euros, je m'en fous, moi je fais des campagnes marketing à 2 millions. Perdre 2 millions, oui, non, là non. Et à partir de là, se convertir ces niveaux de service en budget d'erreur. Donc, 2 premières raisons, avoir des maps qui soient un non-événement. La deuxième, responsabiliser les équipes pour que et leur donner les moyens d'observer et de détecter. Troisième, c'est la plus compliquée. C'est les fameux unknown, les inconnus. C'est le truc qu'on n'a pas prévu. Oui, ça arrive toujours. Alors là, il n'y a qu'une pratique, et ça me fait plaisir d'en reparler parce que j'en étais venu en parler ici, c'était au Grand Rex. En 2017, c'est les pratiques de chaos engineering. C'est ce qui va permettre d'entraîner les équipes à réagir à l'inconnu. On ne peut pas prévoir l'inconnu, par contre, on peut se préparer à réagir. Alors là, le CTO, je me suis auto-invité. Justement, j'en parlais en 2017. Donc, historiquement, on disait si c'est pas cassé, ne le répare pas. Chaos engineering, c'est si c'est pas encore cassé, essaye plus fort. Et après avoir écrit cette présentation, il y a Charity qui a encore publié quelque chose. Décidément, elle n'arrête pas. Elle a découvert que ses équipes étaient allées un petit peu plus loin que le deploy on Friday. Eux, ils ont fait du destroy on Friday. C'est-à-dire qu'ils ont généré du chaos en production le vendredi. C'était tellement plus sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que l'approche de chaos engineering? C'est vraiment se poser des questions sur est-ce que j'ai confiance en ma production? Est-ce que j'ai confiance en ma résilience de la production? Si je perds une machine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai confiance dans mon observabilité? Je vous parlais tout à l'heure de tester son observabilité. Mais en fait, je peux provoquer des incidents, injecter du chaos qui va me permettre de voir est-ce que je vais le détecter. On avait fait l'expérience, on avait fait un déménagement de data center, on était en mode PCI et on voulait tester que le nouveau data center était vraiment up et on était capable de détecter s'il était là ou pas. Et donc on l'avait fait de nuit et on avait un peu prévenu quand même. Mais on avait débranché complètement le nouveau data center pour voir si les outils détectaient, si la bascule se faisait bien. La première fois qu'on l'a fait, les outils n'ont pas détecté. Et alors qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient le voir. Non. On a eu des problèmes, mais ils n'ont pas détecté. Et ils n'ont surtout pas réussi à voir où était le problème.
Du coup, on l'a refait un mois plus tard, parce qu'entre-temps, ils sont équipés. Donc là, ils ont réussi à le détecter, mais ils n'ont pas réussi à trouver la route cause en bout d'1 heure. Alors, ce qui est pratique quand on fait du chaos engineering, c'est que nous, on sait ce qu'on a fait. Donc, si au bout d'1 heure, c'est pas trouvé et que c'est de nuit, on peut remettre en route. Ça, on sait faire. C'est le côté pratique du chaos engineering. Donc voilà, c'est se mettre en place des techniques pour s'entraîner et arriver à mesurer notre capacité à observer. Parce que observer le samedi soir, quand on vous appelle à 23 h parce que le site est tombé, c'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir améliorer les outils. C'est plutôt dans des conditions où on est prêt, on est en situation, où on a provoqué, et si jamais on a un vrai problème, on est capable de remettre en route. Donc voilà, Chaos Engineering, c'était amorcé chez Netflix, qui voulait justement tester leur capacité d'autoscale, upscale, downscale, et qui voulait tester le fait que s'ils retiraient une machine, ça allait avoir aucun impact sur leur infrastructure. Et c'est ce qui s'appelait à l'époque le Chaos Monkey. Et petit à petit, c'est devenu vraiment une discipline à part entière de Chaos Engineering. On va essayer de renforcer la confiance qu'on a dans le système. L'idée, pour ceux qui sont un peu des dinosaures, il n'y a plus de dinosaures encore que moi, mais c'est 26 ans que pour l'instant ça commence à faire, c'est qu'on fut un temps, avant l'agilité, avant tout ça, on avait des specs techniques, et dans les specs techniques, on avait des exigences non fonctionnelles. On se retrouvait avec un certain nombre de temps de réponse, de RCO, RPO, etc. Alors, quand on avait la chance, elles étaient écrites. Des fois, il y avait le nom du chapitre, mais il était vide. Quand on avait la chance, il y avait quelqu'un qui le lisait. Quand on avait la chance, il y avait quelqu'un qui essayait de le tester. Et puis quand on avait la chance, on avait le temps de le tester parce qu'en fait, le projet était en retard. Et puis, en fait, c'est trop tard, ça, on n'a pas le temps. L'idée derrière le Chaos Engineering, le Chaos Monkey, c'est de se dire, les gars, c'est pas essayer de prévoir si je débranche une machine, que ça puisse continuer à être résilient et à survivre. C'est, je vais le faire. Donc, ne priez pas, n'allez pas poser un cierge pour que ça n'arrive pas. Parce que moi, je vais le faire. Donc, vous avez intérêt à concevoir derrière. Donc, on change vraiment de paradigme. On passe du j'espère que ça n'arrivera pas à ça va arriver, donc concevez, préparez en résilience. C'est embrasser le chaos. Comment on y va? L'idée, c'est de poser une hypothèse. Je suis persuadé que si jamais un data center, une ligne data center tombe, je vais m'arrêter. Je vais le voir. C'est ça mon hypothèse. Si vous savez déjà que si vous débranchez ce serveur-là, il y a tout qui tombe, vous n'avez pas besoin de faire d'expérimentation de chaos engineering. Si vous le savez, ce n'est pas la peine de casser. L'idée, c'est que vous êtes persuadé que ça marche, vous faites une hypothèse. Vous définissez un périmètre, parce que l'idée, ce n'est pas tout casser. Vous vous assurez que vous avez les bons outils pour observer. En tout cas, vous pensez. Et enfin, vous injectez le chaos, vous faites une analyse, et puis vous répétez ça jusqu'à ce que vous ayez pu industrialiser. Et vous pensez à communiquer, parce que si vous commencez à créer le chaos, ça peut être sympa. Vous pouvez rencontrer plein de gens qui vont dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est quand même sympa de communiquer. J'arrive à la fin. Vous aurez compris, mon sujet, c'est pas tant de déployer le vendredi. C'est vraiment de changer de perspective. C'est passer d'une culture de la peur, de l'interdit, de « ah non, je ne fais pas le vendredi, moi j'ai peur », à celle où je fais la confiance. J'ai confiance dans ma CI/CD, dans ma plateforme engineering. J'ai confiance en mes équipes de prendre la bonne décision. Une équipe, elle va pas, si elle a une petite évolution qui va apporter de la valeur, elle va le faire. Si elle doit passer d'Oracle à MongoDB, elle ne le fera pas le vendredi. Il n'y a pas besoin de lui interdire. En fait, faites leur confiance, ils ne le feront pas. C'est vraiment passer de mettre l'emphase sur la peur du déploiement à responsabiliser les équipes. Et pour moi, cette règle de ne pas déployer vendredi, c'est vraiment un anti-pattern de déploiement d'une démarche DevOps. On ne peut pas dire qu'on est DevOps si on a toujours cette règle. Je suis passé vite sur l'ensemble de ces sujets. Alors, pour vous aider, je vous ai mis une petite bibliographie. Tout est détaillé là-dedans. Et qui apporte des réponses. Et puis, je suis ravi d'en discuter avec vous par la suite. Merci à tous. Très bien, merci. Merci bien. Merci bien. Hyper intéressant. Plein de bonnes choses évoquées, comme toujours. Voilà. Au sujet du Chaos Engineering, en fait, si je ne me trompe pas, c'était le Head of SRE
chez Datadog qui a introduit le sujet de Chaos Engineering en 2017 lors de DevOps Rex 2016, 2017. Bon, bref. Alors, non, on était les seuls. C'était Voilà. Benjamin et moi de USNCF qui ont Ah parlé. ouais? Ouais, ouais, puis t'étais là, c'est toi qui nous l'avais introduit. Ouais, ouais. C'était... Non, Bon, je me suis trompé. je crois. Autant pour moi. Bon, voilà. Mais Benjamin était SRE avec moi. Ah, ok, C'était d'accord, ça. très bien. Bah, très bien. moi, Voilà. moi, j'étais chef, je comprends pas trop la technique, donc j'avais emmené Benjamin, mon SRE, qui pouvait expliquer des trucs bien techniques. Excellent. Alors, passons sur les questions. Voilà. Ça bouge un petit peu, mais je vais poser cela. Un budget d'erreur est-il également un coût d'opportunité? Que ne faisons-nous pas en raison des erreurs que nous introduisions? Waouh! C'est la double Double négation. négatif. Oui, Ouais, voilà, oui, c'est ça. Je peux la lire. Un budget d'erreur est-il également un coût d'opportunité? Ah, C'est ça l'essentiel de toute façon. Voilà. Exactement. Bah, Ouais. évidemment, en fait, c'est le message qu'on essaye de passer. Le nom, c'est celui qui est communément utilisé, mais c'est encore une fois quand on essaye de négocier avec les équipes produits, mais surtout avec les équipes business, en remettant de l'argent, en utilisant leur langage en fait, le langage de l'euro ou du dollar, ça nous permet d'arriver à aller chercher des projets techniques. Et c'est souvent comme ça que je suis allé chercher des projets techniques, notamment le Chaos Engineering. Et bon, voilà. Très bien. Est-ce que, Alexis, voilà, est-ce que ça veut dire que c'est aux équipes de dev de répondre aux clients et faire des astreintes pour assurer le SLA? C'est une question complexe. En fait, je crois que ça a été abordé hier sur le coût de l'astreinte. Et au bout d'un moment, ça devient compliqué d'arriver à mettre toutes les équipes en astreinte. Donc, typiquement, quand comme on avait sur Connect 30 équipes, non, il n'y avait pas tous les devs qui étaient en astreinte, clairement. Donc, on a une équipe de run management un peu à l'ancienne qui accompagne l'ensemble des équipes et c'était plutôt eux qui faisaient les astreintes pour accompagner. Maintenant, si on peut se le permettre, si c'est à une taille raisonnable, je l'ai fait chez Rai Europe où j'avais de plus petites équipes. C'était vraiment les équipes de dev qui étaient d'astreinte. Et intéressant, ce que j'avais mis en place aussi, c'est qu'il y avait un vendredi par mois, qui était le vendredi où tout est permis, où ils pouvaient faire des confs, faire des replays. En règle générale, c'était le jour où ils réglaient des bugs qui existaient, qui n'étaient pas priorisés, mais qui les réveillaient la nuit. Effectivement. Effectivement. Vous avez évoqué Bezos et Werner qui dit You build it, you run it, comme si c'était quelque chose de nouveau, mais pour ceux et celles parmi nous qui datent d'un certain âge, qui faisaient du sysadmin dans les années 90, You build it, you run it, c'était par défaut, de toute façon, parce que c'était nous qui la buildons. Voilà. Oui, c'est vrai. Les devs en astreinte, c'est un sujet plein de hot takes, en fait. C'est ça. Voilà, très bien. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des exemples, parce que vous avez des exemples perso, de ce que le Chaos Eng vous a fait découvrir? Alors, quand on faisait du Chaos Engineering, on avait plusieurs pratiques. On avait les pratiques de Chaos Monkey, qui nous permettaient ou de Chaos Kong avec le data center. Typiquement, je donnais un exemple tout à l'heure, détecter qu'on n'avait pas les bons outils qui permettaient de détecter les pertes de data center. Mais on avait aussi ce qu'on appelle des Day of Chaos. Day of Chaos, c'était des journées qui étaient organisées un peu événementielles, un peu de game, où on injectait, alors qu'on n'était pas en prod, là on était sur les environnements de pré-prod de chacune des équipes, on simulait des incidents, et l'objectif c'était que l'équipe, justement, même s'ils n'ont pas d'astreinte, qu'ils apprennent à détecter, diagnostiquer et résoudre ces incidents-là. Le truc intéressant, c'est que les équipes gagnantes, on avait une vingtaine d'équipes qui avaient participé, les équipes gagnantes étaient celles qui avaient à côté d'eux, au bureau, des écrans d'observabilité, de monitoring, etc. Les perdantes, on n'avait aucune. Le gain derrière, on a vu fleurir, on a dû acheter du matos d'ailleurs, des écrans un peu partout parce que tout le monde s'est équipé en outils de monitoring pour eux-mêmes, mais du coup les équipes qui sont d'astreinte, en fait elles se sont retrouvées avec beaucoup plus d'outils documentés pour le faire. Et le deuxième exemple que j'ai trouvé hyper intéressant, qui a été repris ailleurs, c'est souvent la deuxième fois qu'on a fait Day of Chaos, on a enlevé les lead dev des équipes. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était eux qui, en règle générale, répondaient quand l'astreinte ou quand la journée il y avait un incident, c'était eux qu'on appelait. Donc on les a enlevés. Oui. Et puis là, ils se sont rendus compte, ah bah oui, en fait, quand je suis pas là, ça marche pas.
Et bien, du coup, on a des lead devs qui ont mis en place des micros des of chaos dans leur équipe avant de partir en vacances, pour s'assurer qu'ils entraînaient leurs équipes à pouvoir répondre quand eux, ils ne sont pas là. C'est bon se rappeler qu'en fait que Chaos Engineering, en fait, c'est pas que les technologies. Non, En fait, c'est presque pas les technologies en soi. C'est l'organisation, c'est comment répondre à ces situations. C'est pour ça qu'on parle de système socio-technique. Voilà. Votre résilience, elle ne dépend pas que des outils, elle ne dépend pas que de la technique, elle dépend de votre système complet, les hommes et la technique, les humains, les personnes. Et voilà. Et donc, dernière question, on a le temps. Bon, voilà. Ils sont tous votés à 2. Donc, voilà. Quel est le rôle de value stream mapping dans la découpe des produits /équipe/plateforme? En fait, on applique cette technique de value stream mapping sur le processus de développement. C'est-à-dire, encore une fois, de l'idéation au suivi en production à chacune des étapes, que ce soit le discovery, que ce soit la conception, que ce soit les outils qui vont de permettre de gérer le backlog. Tout ça, on va le faire. La même démarche exactement que l'on met sur du customer map, on va l'appliquer et on va mettre de la valeur, on va essayer de voir où sont les points d'effort, où c'est qu'il y a les pertes de temps, où est-ce qu'on a fait du stock. Et là, on revient à certaines paroles qu'il y a eu hier autour du lean. On s'inspire beaucoup de ça aussi pour pouvoir aller chercher, réduire les stocks, améliorer les temps et surtout enlever l'effort. Parce que moi, mon sujet, je parlais de charge mentale. C'est enlever la charge mentale des équipes pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire apporter des produits et des services de valeur. Amener de valeur, quoi. C'est ça l'essentiel, finalement. Exactement. Bon. Mais merci d'avoir répondu à ces questions et bien sûr, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à tous.